Bonsoir, lundi 4 janvier 2021, très heureux de vous retrouver pour ce premier journal de l'année sur TV78. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Depuis le 27 décembre, la vaccination contre le Covid-19 a débuté dans les EHPAD en France et dans les Yvelines. Et le gouvernement, critiqué pour son retard par rapport aux autres pays, a décidé d'avancer la phase 2 de la campagne. Qui est concernée et que faut-il retenir? Le point à suivre alors qu'un premier centre de vaccination a ouvert aujourd'hui dans le 78. L'agriculture fait face depuis quelques années à des difficultés économiques, notamment en raison des épisodes récurrents de sécheresse. C'est pourquoi le secteur est régulièrement épaulé par les collectivités. Dans les Yvelines, où 42% du territoire est agricole, le département a voté récemment sa politique en la matière. La vice-présidente Pauline Vinocourt-Lefebvre est notre invitée. Et puis cela a été confirmé ce week-end, les établissements culturels ne rouvriront pas ce jeudi 7 janvier en raison du contexte sanitaire. Les réactions des professionnels yvelinois dans ce journal. Enfin, toute cette semaine, retour sur les événements qui ont fait 2020 dans les Yvelines. Avant de commencer, toute l'équipe de TV78 s'associe à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021, pleine de réussite personnelle et aussi professionnelle, et de santé, c'est le plus important, on l'espère, avec une épidémie, qu'on arrivera aussi à bout de cette épidémie de coronavirus. Comme à chaque début d'année, les derniers chiffres annuels du recensement publiés par l'INSEE, une tendance qui s'observe, la population des Yvelines croît progressivement. Au 1er janvier 2021, le département comptait 1 466 448 habitants, soit une progression de 20 000 personnes en 5 ans. Dans l'ordre, vous les voyez s'afficher, Versailles, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie et Poissy sont les 5 villes les plus peuplées du territoire. À noter que des pics de croissance supérieurs à 5% se sont produits à Vélizy et à Achères. Au contraire, des communes comme Montigny-le-Bretonneux ont connu des baisses sur les 5 dernières années, moins 3,5% pour la ville saint-quentinoise. Les Yvelines sont le 4e département le plus peuplé d'Île-de-France, derrière Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Je vous le disais dans les titres, la vaccination contre le Covid-19 a débuté depuis le 27 décembre, mais au total, seulement 500 personnes en France environ ont reçu la première dose du vaccin Pfizer et BioNTech. Mais le calendrier a été accéléré par le gouvernement sous le feu des critiques. On en parle avec Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Déjà, où en est-on concrètement dans les Yvelines en matière de vaccination ? Alors, 15 personnes ont pu se faire vacciner dans les Yvelines le 31 décembre, donc à l'EHPAD Mon Repos, situé à Sartrouville. On y était d'ailleurs, le reportage est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors, cet établissement pour personnes âgées, pilote de la campagne de vaccination, est le seul des Yvelines pour l'instant à avoir pu bénéficier de ces premières vaccinations. Alors, sur ces 15 personnes, ce sont 14 résidents âgés de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner. Alors, c'est la question que tout le monde a en tête en ce moment. Qui peut se faire vacciner ? Alors, un nouveau calendrier vient tout juste donc d'être établi, mais il peut encore évoluer. La campagne de vaccination va se dérouler en 3 étapes. La première a déjà débuté et concerne essentiellement les personnes âgées en EHPAD et le personnel souffrant de maladies chroniques ou âgés de plus de 65 ans, ce qui revient à plus d'1 million de personnes avant la fin du mois de janvier. Alors, mais le gouvernement essuie depuis quelques semaines, depuis quelques jours, de nombreuses critiques sur la lenteur donc de la campagne de vaccination comparée aux autres pays européens, comme en Allemagne, où plus de 200 000 personnes se sont déjà faites vacciner. Il sera donc possible en France, pendant cette première phase, et non la deuxième, pour les professionnels de santé de 50 ans et plus, ou ceux qui souffrent donc de maladies chroniques, de pouvoir se faire vacciner eux aussi. Et justement, pour répondre aussi aux critiques, le gouvernement a décidé d'avancer la seconde phase qui pourrait commencer donc plus tôt, juste après la première, d'ici début février. Oui, c'est ça. Toutes les personnes de plus de 65 ans et les personnes à risque, donc les cardiaques, les diabétiques ou encore les personnes obèses pourront accéder à la vaccination. Elle concerne 14 millions de personnes. Et la dernière étape, Célia, c'est la vaccination pour tout le monde. Oui, cette phase 3 devrait débuter à la fin du printemps ou cet été, en commençant d'abord par les 50 ans et les 50-64 ans, et les professionnels essentiels au fonctionnement du pays. Les Français recevront normalement des bons de l'assurance maladie pour aller se faire vacciner gratuitement. Un dernier mot sur la vaccination. Retour dans les Yvelines, on a appris qu'un centre dédié venait d'ouvrir au centre hospitalier de Versailles. Oui, c'est le premier des Yvelines, mais attention, seuls les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, personnels hospitaliers ou libéraux, pourront se faire vacciner. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver un reportage cette semaine dans nos éditions sur TV78. Merci Célia pour toutes ces précisions. Merci.
Dans l'actualité, nous l'avons appris ce week-end, moins d'une semaine après la mort de 3 militaires, 2 nouveaux soldats français ont été tués dans le nord-est du Mali. C'était ce week-end, samedi plus précisément, dans une attaque de leur véhicule à l'engin explosif improvisé. Une 3e personne a été blessée. Parmi les victimes, vous le voyez à l'image, le sergent Yvonne Huynh, 33 ans, natif de Trappes. Elle était maman d'un petit garçon. Première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'intervention Serval en 2013. Yvonne Huynh appartenait, tout comme l'autre victime, le brigadier Loïc Risser, 24 ans, au 2e régiment des hussards du Haguenau dans le Bas-Rhin. Sur son compte Twitter, le maire de Trappes, Ali Rabet, a rendu hommage aux 2 soldats tués. Les collectivités sont au chevet de l'agriculture. Le secteur en proie à des difficultés économiques attire moins aujourd'hui. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération souhaite encourager l'installation des agriculteurs et ceux qui veulent évoluer vers le biologique ou les circuits courts. Pour ce faire, elle a mis en place, l'agglomération a en place depuis octobre 2019 un prêt à taux zéro d'un montant compris entre 5 et 25 000 euros. Les précisions dans cette interview express collectée par Astrid Bergère. Les porteurs de projets peuvent donc nous présenter toute action en lien donc avec la transformation alimentaire, en lien avec le développement de filières locales, de vente directe, d'amélioration de la qualité environnementale, d'action en faveur de la biodiversité ou encore de développement en termes d'agriculture biologique et d'innovation. Donc c'est très vaste dans le champ du développement de l'agriculture. Ils peuvent avoir donc des subventions au niveau de la région, par exemple, au niveau du programme Leader européen. Ils peuvent avoir des prêts au niveau de leur banque, mais parfois ça ne suffit pas pour pouvoir enclencher le projet. Et donc c'est un petit plus qui est apporté par l'agglomération. Ça a été mis en place toute fin 2019. L'année 2020 a été, on va dire, un peu particulière, tout le monde le sait. On a 4 porteurs de projets qui se sont déjà manifestés là pour pouvoir les accompagner. Donc les projets sont maintenant en étude. On va élargir le spectre à présent et parler de la politique agricole au niveau départemental avec mon invitée Pauline Vinocourt-Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines, déléguée aux ruralités. Le département a voté le 11 décembre dernier sa nouvelle politique agricole départementale qui court sur les années 2021-2022. Une enveloppe d'un peu plus d'1,5 million d'euros dont nous allons parler dans un instant. Déjà, si on pose le contexte actuel de l'agriculture, on le sait, des aléas climatiques qui se répètent d'année en année, du gel l'hiver, des sécheresses l'été, une concurrence aussi parfois déloyale des autres pays, un phénomène d'agribashing que l'on voit apparaître depuis quelques mois contre les agriculteurs et ajouter à cela le contexte épidémique, le Covid-19 qui forcément a fragilisé certaines exploitations. Le contexte n'est pas très favorable aujourd'hui pour l'agriculture. Pas du tout, vous l'avez parfaitement bien résumé. Vous avez oublié les inondations, parce qu'il y a sécheresse ou inondation, c'est parfois l'un ou l'autre malheureusement. Alors l'épidémie de Covid a très inégalement impacté les exploitations parce que nous, dans nos départements, on a beaucoup d'exploitations en grande culture. Elles n'ont pas été impactées par le Covid, en revanche par des mauvaises récoltes liées, comme vous l'avez rappelé, à la sécheresse. Mais le Covid a touché des exploitations qui étaient spécialisées, qui faisaient de la diversification, de la vente directe. Certaines n'ont pas pu maintenir leur circuit, notamment celles et ceux qui travaillaient avec la restauration, puisque la restauration a quand même pas mal freiné pendant une période, enfin c'est pas terminé d'ailleurs, et les centres équestres ont été très très lourdement touchés. Des partenaires également, avec qui les agriculteurs aussi ne peuvent plus travailler. Vous parliez d'ailleurs des inondations. On rappelle qu'il y a eu de gros épisodes d'inondations. C'était en 2016 dans les Yvelines. Du coup, dans ce contexte, on imagine que c'est important pour le département de pouvoir être au chevet de l'agriculture, de pouvoir l'aider. Oui, c'est un des axes qui nous paraît indispensable au département des Yvelines parce que, alors d'abord, l'agriculture est un volet économique extrêmement important pour notre département et plus largement pour notre pays. Ensuite, il faut quand même bien garder en tête, et vous parliez d'agribashing tout à l'heure, et ça rejoint un peu cette thématique, il faut bien garder en tête que cette ruralité à laquelle nous sommes si attachés, ces paysages, on l'a vu à la sortie du confinement, tous les
des citadins qui venaient profiter de notre campagne. Cette campagne-là, on la doit avant tout au travail de nos agriculteurs qui façonnent le territoire. Quand il y a un élevage qui s'arrête, ce sont des pâturages qui ne sont plus entretenus et ça devient de la friche et nos paysages s'en trouvent durablement changés. Donc il est essentiel pour nous de préserver ces équilibres, de maintenir sur notre territoire une agriculture dynamique, de qualité et d'aider nos agriculteurs pour que les fermes puissent continuer à fonctionner parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment celui du maintien de l'agriculture sur nos territoires. Et j'ajouterais à toute cette question territoriale la question plus fondamentale encore de notre alimentation et de notre indépendance alimentaire. Et là encore, on l'a vu au début du confinement, les populations, nos habitants sont massivement tournés vers des circuits courts, sont retournés chez leurs producteurs pour ceux qui pouvaient continuer à faire de la vente directe. Et un des enjeux essentiels, c'est notre indépendance alimentaire à la clé. Plusieurs enjeux avec un chiffre aussi important à retenir. 42% du territoire yvelinois est couvert par des espaces agricoles. On le sait, c'est aussi ce qui fait le charme des Yvelines. C'est ce territoire à la fois avec un pied dans le rural, un pied dans l'urbain. Il faut garder cette identité, ça c'est primordial. C'est indispensable, 43% du territoire, et je crois que si on ajoute les forêts, c'est une 60% du territoire. Bien sûr, il faut maintenir ces équilibres. C'est ça qui fait tout l'intérêt et toute l'attractivité de notre territoire, mais il faut les maintenir en gardant en tête que ce travail des agriculteurs est indispensable au maintien de notre territoire. Alors cette enveloppe, elle est d'1,54 million d'euros, donc sur la période, je le disais, 2021-2022. On parlait ensemble d'un des premiers axes, qui est le maintien de l'agriculture sur le territoire yvelinois. Il y a aussi un deuxième objectif, c'est aussi d'améliorer, de développer la compétitivité des exploitations agricoles. Est-ce qu'on peut le faire aussi en la modernisant, par exemple? On sait que l'agriculture, ce n'est pas comme c'était dans les dernières années. Maintenant, c'est une agriculture de pointe qui utilise notamment des technologies comme le drone pour cultiver. Bien sûr, comme le drone, parce qu'on parle d'agribashing et de toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur les traitements qui sont faits dans les champs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont, pour traiter notamment, et puis pour cultiver de façon plus générale, des systèmes GPS sur leurs tracteurs, des buses anti-dérive pour que les produits phyto partent bien dans le sol et s'évaporent le moins possible. Tout est mis en œuvre pour que ce soit innovant, pour que ce soit le plus responsable possible vis-à-vis de l'environnement. Et ça, nos dispositifs départementaux aident les agriculteurs, notamment à l'acquisition de matériel pour une agriculture la plus innovante possible. Alors je précise que le troisième axe, c'est de soutenir les exploitations les plus vulnérables. On en parlait face aux épisodes climatiques. On parlait des inondations, du gel, de la sécheresse. Un dernier mot, Pauline Vinocourt-Lefebvre, sur ce qu'a permis jusqu'à présent la politique agricole départementale. Elle a permis notamment de soutenir 250 projets au niveau des Yvelines, une dizaine d'exploitations aussi. Sur les 3 dernières années, 250 projets, absolument. Très divers. Alors, on soutient certaines exploitations à la suite des calamités agricoles. On en a soutenu à la suite du Covid. Alors, les céréaliers n'ont pas été tellement impactés, mais les horticulteurs et pépiniéristes l'ont été très, très fortement. On a soutenu ceux de notre territoire. Les centres équestres, je le disais tout à l'heure, l'ont été également. Et quelques exploitations diversifiées et spécialisées. Donc ça, on les a aidés. Et ce sont des projets très divers. Ça peut aller de la construction d'un hangar de stockage à l'acquisition de grands frigos pour stocker des fruits, par exemple, pour un agriculteur qui ferait de l'arboriculture, à l'achat de buses anti-dérive dont je parlais tout à l'heure ou de systèmes GPS. C'est très très divers et ça permet d'aider les exploitants à investir pour leurs exploitations. Merci Pauline Vinocourt-Lefebvre d'être venue parler de ce sujet en plateau. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental délégué aux ruralités. Nous parlions tout à l'heure du Covid-19 et de la vaccination. Cette information est directement liée à cette actualité. Musées, cinéma ou encore théâtre vont encore devoir patienter pour rouvrir leurs portes. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'une réouverture des lieux culturels n'était pour l'heure pas envisageable. Les réactions à cette annonce des professionnels du secteur dans les Yvelines avec Justine Brasier.
Après celle du 15 décembre, nouvelle désillusion pour les acteurs du monde culturel qui espèrent ouvrir le 20 janvier prochain. En raison des données sanitaires actuelles, musées, cinéma ou encore théâtre vont devoir rester fermés pour l'instant. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement le 1er janvier. On a prévu, nous, à partir du 20 janvier, une série de dates, parce qu'on nous a quand même parlé du 20 janvier et c'était la date la plus lointaine, soi-disant. Mais j'ai peur que malheureusement ce soit une date encore de revoyure. Une réouverture tant espérée qui n'arrive pas et des dates sans arrêt repoussées qui ne permettent pas aux acteurs locaux de se projeter. Ils attendent des déclarations claires de la part du gouvernement. Moi, je préférerais qu'on me dise, écoutez, vous ne pouvez pas jouer jusqu'au 1er mars, vous ne pouvez pas jouer jusqu'au 1er avril, parce qu'on s'organiserait autrement. Alors que là, en réalité, on ne peut pas s'organiser. C'est de 10 jours en 8 jours qu'on prévient les spectateurs. Donc tous les 10 jours, on leur écrit, désolé, mais là, on ne va pas pouvoir jouer. Donc c'est une espèce de mauvaise organisation qui tient pas debout. Plutôt que de faire du stop and go en permanence, moi mon point de vue c'est que je préfère qu'on soit fermé. Effectivement, on nous dise on arrête tout, on en finit avec l'épidémie et on démarre comme avant. Les acteurs du monde culturel comprennent que l'épidémie ne permet pas d'avoir une date fixe de reprise. Ils se tiennent prêts à rouvrir leurs portes et attendent le feu vert du gouvernement. Vous nous avez fait confiance au mois de mai lorsque nous avons rouvert. Faites-nous confiance. Nous avons pris les mesures nécessaires pour permettre de travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes vraiment utiles. Nous souhaitons vivement pouvoir accompagner nos concitoyens et obtenir de vous rapidement une ouverture. Les établissements culturels n'ont pas rouvert leurs portes depuis octobre dernier. 2020, une année sans doute à inscrire dans les livres d'histoire avec cette crise épidémique qui s'est abattue sur le monde. Toute cette semaine, TV78 vous propose de monter dans sa machine à remonter le temps pour revivre les événements qui ont fait 2020 dans les Yvelines. Ce soir, retour de janvier à mars avec Mickaël Elmidoro. L'année 2020 a commencé par du sport et la traditionnelle conférence de presse du Paris-Nice. Le 8 janvier, les organisateurs annoncent une course au soleil dans les Yvelines pour la 12e année consécutive au mois de mars. Au programme de cette édition, des départs de Plaisir et Chevreuse. Il faut absolument qu'on trouve, nous, organisateurs des terrains de jeu, et les Yvelines nous offrent la possibilité donc de mettre en place ces terrains. En ce début d'année, le Vélodrome national de 50 ans en Yvelines n'accueille pas de compétition cycliste, mais le salon de l'étudiant pour la première fois. Habituellement organisé à Versailles, l'événement regroupe 100 exposants ce 27 janvier. Objectif, répondre aux interrogations des étudiants. On peut accueillir davantage d'exposants et après il y a tout le côté pratique aussi qui est un plus. En ce mois de janvier 2020, on parle également politique dans les Yvelines et des élections municipales et son premier tour programmé le 15 mars approche. Les différentes listes se dévoilent. Le mois de février commence par du basket et une rencontre à l'accent américain. Le 6 février, 2 écoles versaillaises Sainte-Geneviève et Auch s'affrontent dans un match amical digne des plus grandes ambiances universitaires américaines. Dans la salle, 1600 supporters. Ouais, c'est le match de l'année là, on attend ça depuis 2 mois, là ça fait une semaine, on pense plus que à ça, on a oublié toutes les maths, toute la physique et tout, on est là pour gagner. Le mois de février est également marqué par l'organisation du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles, un rendez-vous où les politiques se pressent chaque année. Pour la 3e année consécutive, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine font stand commun dans la perspective de leur éventuelle fusion. Les présidents des 2 départements étaient présents ce lundi 24 février. Les Yvelines ont près de la moitié de leur territoire en agriculture. Donc c'est non seulement un art de vivre, une qualité de vie, mais c'est aussi une dimension économique considérable. La première quinzaine de mars est rythmée par le premier tour des élections municipales. Le jour J, le dimanche 15 mars, les partis et mouvements politiques traditionnels ont démontré leur force dans le département. Le Rassemblement de la droite et du centre sort vainqueur de ce scrutin dans les Yvelines. Statu quo en revanche pour la gauche à cause des divisions. Quant au parti La République En Marche, il n'a pas réussi son pari sur le territoire. En parallèle des élections, des premiers cas de Covid-19 sont recensés sur le territoire des Yvelines. Les rendez-vous sportifs et culturels sont annulés ou reportés. La course Paris-Nice est également perturbée avant le départ de l'épreuve le dimanche 8 mars à Plaisir. Cette équipe ont déclaré forfait à la dernière minute et l'ambiance est moins festive. Là, on n'est pas encore serein à 100%, donc on sait qu'il faut vivre au jour le jour.
Le 10 mars, on compte 47 cas confirmés. Les 2 premiers décès sont enregistrés dans un EHPAD à Loussienne. Le 16 mars, le président Emmanuel Macron annonce le confinement du pays, une restriction des déplacements et le report du 2e tour des municipales. Dans les magasins, les rayons sont dévalisés pendant plusieurs jours. Le rayon de pâtes, on l'a rempli hier matin et on commençait à vouloir tout mettre et dès qu'on remplissait, ça partait. Donc on essaye de le remplir une fois par jour parce que sinon, dès qu'on remplit, c'est vide. Le premier confinement commence officiellement le 17 mars dans le département. Des contrôles de police sont effectués. Ici, sur l'artère principale de l'agglomération avenue du Centre, les rues sont quasiment désertes. Ce mois de mars se termine par une triste nouvelle. Le Covid-19 emporte le président des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, le 28 mars à l'âge de 75 ans. Il se battait sur le plan politique pour faire aboutir la fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le Covid-19, une actualité qui va également rythmer le reste de l'année dans les Yvelines. Et une autre disparition avant de vous laisser, celle de Bernard Guignedou qui est décédé à l'âge de 73 ans. Annonce du Paris Saint-Germain vendredi dernier sur son compte Twitter. Figure historique de l'équipe parisienne, Bernard Guignedou avait inscrit le premier but de l'histoire du club francilien. C'était le 23 août 1970 sur coup franc. En D2 face à Poitiers. Natif de Saint-Germain-en-Laye, l'ancien milieu de terrain avait évolué au stade Saint-Germanois avant que le club ne fusionne avec le Paris FC en 1970 pour former le Paris Saint-Germain, où il évoluera pendant 2 saisons. Passé notamment par l'AS Monaco, Bernard Guignedou a été formateur au centre de formation du club et entraîneur adjoint à Strasbourg et Valenciennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.